Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui du Renault Captur E-Tech plug-in hybride. Alors que Renault dispose d'une longue expérience en matière de véhicules 100% électriques, il aura fallu attendre l'année 2020 pour voir apparaître dans sa gamme deux voitures hybrides rechargeables. Les deux premières plug-in hybrides Renault sont donc la Renault Mégane et ce Renault Captur en version E-Tech plug-in hybride. Techniquement, la solution est originale, pas d'embrayage et non pas un mais deux moteurs électriques, en plus évidemment du moteur thermique, une technologie, dit-on, issue de la F1. Rien de moins. Alors sur le papier et dans la documentation de Renault, tout ça est une solution idéale. Qu'en est-il dans les faits? Eh bien j'ai pris le volant de cette voiture pendant une semaine. La réponse dans cet essai. Avant de démarrer cet essai, je vous invite à vous abonner à la chaîne Charging Station et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Extérieurement, les éléments qui permettent d'identifier cette version hybride rechargeable du Renault Captur sont assez peu nombreux et c'est tant mieux. On a des petits badges ici à l'arrière, ici sur le côté également, un E-Tech plug-in hybride, à droite comme à gauche. Et puis on est en présence ici d'une version initiale Paris qui vient rehausser encore la ligne très élégante d'ailleurs de ce Renault Captur de deuxième génération. Alors la finition initiale Paris, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple des jantes spécifiques avec ici l'évocation de la Tour Eiffel, vous le voyez peut-être, c'est assez subtil. Les dimensions de la voiture, 4,26 m c'est sa longueur, 1,80 m c'est sa largeur sans les rétroviseurs et 1,58 m c'est pour la hauteur. Sous le capot de ce Renault Captur E-Tech plug-in hybride, un moteur thermique, un 4 cylindres de 1600 cm3 qui développe 91 chevaux et qui est associé, je vous le disais, à non pas un mais deux moteurs électriques. Alors le premier c'est le moteur électrique principal qui développe 66 chevaux. Le moteur électrique secondaire, lui, va servir de générateur et de démarreur, une technologie originale donc. On verra ce que ça donne sur la route dans un instant. La puissance cumulée, elle est de 160 chevaux et le 0 à 100 est abattu en 10,1 secondes. Pour alimenter la partie électrique, le Renault Captur hybride rechargeable dispose évidemment d'une batterie de 9,8 kWh brut, c'est-à-dire 7,5 kWh utile, située sous la banquette arrière et en partie dans le coffre, on verra ça dans un instant. Alors pour recharger cette batterie qui doit permettre à ce Renault Captur de parcourir 65 km en mode 100% électrique en ville, il y a un connecteur de type 2 qui se trouve ici sous la trappe de recharge, connecteur de type 2 relié à un chargeur de 3,7 kW, chargeur embarqué. C'est pas terrible au niveau de la puissance de ce chargeur embarqué, ça va pas permettre de recharger extrêmement rapidement. Il faudra 2h30 à peu près sur une borne dédiée et entre 4 et 5 heures sur une prise de courant traditionnelle. Alors c'est pas gigantesque non plus, mais un chargeur embarqué un petit peu plus puissant, 7,4 kW en monophasé ou 11 kW en triphasé, aurait permis une recharge encore plus rapide et donc de maximiser les kilomètres parcourus en mode 100% électrique. La capacité de chargement de cette version électrifiée du Renault Captur est en retrait de 157 litres par rapport aux versions non électrifiées essence et diesel. Et si l'habitabilité n'en souffre pas, on ne peut pas en dire autant au niveau du volume du coffre qui ne propose plus que 379 litres banquette arrière avancée, 265 litres banquette arrière reculée et jusqu'à 1118 litres banquette arrière fractionnable entièrement rabattue. Notez que le réservoir à carburant subit lui aussi une petite cure d'amaigrissement en passant de 48 litres à 39 litres, mais comme le but ça va être de rouler en mode 100% électrique le plus régulièrement possible, on va dire que c'est pas trop grave. Pour revenir un instant sur le coffre, eh bien notez que le plancher ici est au niveau du seuil du coffre, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et qu'en dessous de ce plancher, on a encore un petit espace disponible pour un petit peu de chargement, vous le voyez, pour mettre par exemple le câble de recharge ou bien pour caler des objets qui autrement pourraient se promener dans le coffre. Donc ça c'est quand même pratique. Pour le reste, effectivement, il faut faire avec un coffre réduit par rapport aux versions non électrifiées.
Avant de prendre place au volant, je vous invite à l'arrière de ce Renault Captur hybride rechargeable. Alors je vous le disais il y a un instant, les batteries ne prennent pas de place, n'empiètent pas sur l'habitacle puisqu'elles se situent en dessous de la banquette arrière et dans le coffre, on l'a vu. Concernant l'espace disponible, donc c'est celui du Captur traditionnel de deuxième génération. On n'est pas dans une grande voiture, on n'a donc pas une place gigantesque à l'arrière. Je mesure 1,90 m, le siège avant est réglé comme pour moi, donc inévitablement à l'arrière la place pour moi est un petit peu plus mesurée. Mais si vous avez des enfants, des adolescents, des gabarits qui sont peut-être un petit peu moins imposants que le mien, il n'y aura vraiment aucun problème. La garde au toit, pour moi, de nouveau, est un petit peu juste, mais là aussi, si vous avez des enfants qui ne mesurent pas tous 1,90 m, vous ne devriez pas avoir de problème. Signalons, on l'a dit, quand on a parlé du coffre, que la banquette arrière, elle est coulissante, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, notamment, alors pas pour augmenter la place à l'arrière, puisque là, elle est reculée au maximum, mais plutôt pour augmenter la place dans le coffre. On peut avancer la banquette arrière et ça aussi c'est un point très positif. Bienvenue à bord de ce Renault Captur e-tech plug-in hybride. Alors le tableau de bord c'est celui du Renault Captur de deuxième génération, on le connaît évidemment et la présentation en fait elle est plutôt valorisante dans cette finition initiale Paris avec des plastiques qui sont moussés en partie haute. Alors on n'échappe pas au plastique dur dans les parties basses mais globalement l'impression générale elle est vraiment très bonne. Concernant la position de conduite, on est évidemment installé plutôt haut puisqu'on est dans un SUV et malgré mon 1,90 m, j'ai facilement trouvé ma position de conduite idéale et le volant épais est vraiment très agréable, donc là aussi c'est un sans faute. L'ergonomie à bord de cette voiture, elle est plutôt bonne. On est dans l'ergonomie classique du Renault Captur de deuxième génération. Donc on a quelque chose de très bien pensé, des fonctions qui tombent bien sous la main. Alors je sais qu'il y en a qui sont adeptes du tout à l'écran. Et ici l'écran il est plutôt grand. On a cette tablette centrale sur laquelle on reviendra dans un instant. Et puis il y en a d'autres qui préfèrent des fonctions encore accessibles via des boutons, notamment les fonctions liées au chauffage et à la climatisation, ce qui est le cas dans cette voiture. Donc pas de problème majeur en termes d'ergonomie. Il y a un seul petit bémol que je voudrais souligner, c'est quand on a les mains sur le volant, les commodos, notamment pour les clignotants à gauche, eh bien, ils sont un peu loin du volant, donc parfois on doit étirer un peu les doigts, et pourtant j'ai des grandes mains, on doit étirer un peu les doigts, étirer un peu la main pour avoir accès à ce commodo. Il aurait pu, selon moi, être un petit peu plus rapproché du volant pour une meilleure prise en main et une meilleure ergonomie de ce point de vue-là. Mais pour le reste, franchement, on a un bon mix entre les fonctions disponibles via l'écran ou les écrans et les fonctions accessibles via les boutons qu'on va détailler d'ailleurs dans un instant. Je vous propose à présent de détailler le tableau de bord de ce Renault Captur de deuxième génération en version hybride rechargeable. Alors sur la portière du conducteur, on a, outre la poignée évidemment, les fonctions liées à l'ouverture et à la fermeture électrique des vitres, à l'avant et à l'arrière, avec possibilité d'inhiber les fonctions à l'arrière pour éviter que les enfants n'y touchent évidemment. On a les rétroviseurs électriques également, ça c'est pour la portière conducteur. Ensuite, derrière le volant, à gauche, sur le tableau de bord, on a l'assistant de maintien dans la voie qu'on peut activer ou désactiver. On a également l'éclairage du tableau de bord qui peut être modifié, voilà, plus fort ou moins fort, donc l'éclairage de la dalle numérique. Également la hauteur des phares qui peut être réglée et puis l'ouverture de la trappe pour le carburant fossile. Donc il y a nécessité de pousser sur le bouton pour le carburant fossile, ce qui n'est pas le cas pour l'électrique. Là, il suffit d'appuyer sur le couvercle de la trappe. Donc ça, c'est à gauche, à côté du volant. Le volant en lui-même, de manière traditionnelle, on a un très beau volant avec le Initial Paris ici sur la branche inférieure, volant 3 branches donc assez épais. Sur la gauche, on a les fonctions liées aux aides à la conduite, donc limiteur et régulateur de vitesse, alors qui n'est pas adaptatif sur cette version, je ne sais pas pourquoi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Si vous avez une solution à me proposer, elle est la bienvenue. Pourquoi n'est-il pas adaptatif sur cette version alors qu'il existe un régulateur de vitesse adaptatif sur le Renault Captur? Je n'ai pas trouvé de réponse, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez la réponse. Donc à gauche pour les fonctions liées au régulateur limiteur de vitesse et à droite pour tout ce qui est commande vocale, le téléphone et puis la navigation dans le menu qui se trouve donc entre les deux compteurs dans l'affichage numérique derrière le volant. Donc ça c'est pour le volant, on reviendra dans un instant d'ailleurs sur cette commande. Derrière le volant, je vous le disais, ils sont un peu éloignés, les commodos traditionnels, clignotants à gauche, les phares et puis les essuie-glaces sur la partie de droite, les essuie-glaces à l'avant et sur la vitre arrière. Et puis juste derrière le volant, eh bien on a ce fameux écran, un écran conducteur de 10,2 pouces qui est personnalisable. On le verra dans un instant quand on ira dans les menus sur l'écran central. Ici la formule qui est proposée, eh bien c'est à gauche
la vitesse, à droite la puissance qu'on va dépenser, et puis la puissance qu'on va récupérer également quand on est dans la zone bleue. Il y a une zone verte également au-dessus du ready, il y a une zone verte qui représente la zone de consommation idéale et donc électrique. On a ensuite la représentation de la sélection de vitesse, donc là on est sur le mode B. On a ensuite ici la jauge pour l'électricité, en bas à droite, et en bas à gauche la jauge pour le carburant fossile. Et donc au centre on a cette zone personnalisable avec un menu qui me fait un petit peu penser à ce qu'on retrouve chez Hyundai et chez Kia, qui sont finalement des belles références en la matière, c'est-à-dire un menu qui est à la fois horizontal, donc quand on pousse sur le bouton ici sur le volant, on a un menu horizontal, et puis dans certains cas, c'est le cas quand on est par exemple ici sur le menu de navigation, et bien on a aussi un menu vertical accessible via ces touches ici. Voilà, on peut retrouver la navigation au centre de l'écran, on peut retrouver ici la boussole, etc. etc. Ensuite, sur la console centrale, on a cette interface d'infodivertissement sur laquelle on reviendra dans un instant, et puis des boutons encore physiques, font un peu penser aux boutons qu'on va retrouver chez Peugeot également, c'est-à-dire des boutons qui sont une sorte de boutons piano comme ça, qui permettent d'activer alors les sièges chauffants à gauche et à droite, le menu électrique. Voilà, on reviendra dans un instant sur ce menu. Ici, la fonction MySense sur laquelle on se trouve pour l'instant, les 4 feux clignotants, le verrouillage central, ici la fonction de parking, et notamment la caméra 360 qui est toujours extrêmement pratique, et puis justement ici par rapport aux caméras, possibilité aussi voilà, d'afficher la caméra arrière ici en l'occurrence avec la caméra 360, possibilité également d'avoir une foule de réglages et de pouvoir voir le mieux possible tout autour de la voiture grâce à ce système de caméra 360. Donc ça c'est pour la ligne ici de boutons qui se trouve en dessous de l'écran. Juste en dessous, les fonctions liées au chauffage et à la climatisation avec une position automatique évidemment, chauffage qui n'est pas bisone, vous le voyez. Et puis en dessous encore, on a ce compartiment qui permet de poser certains objets avec un auxiliaire in en termes d'entrée audio. On a une prise de type allume-cigare ici également, et puis 2 prises USB qui ne sont pas des USB-C, des USB simples, donc 2 prises disponibles dans ce petit compartiment, donc c'est-à-dire le minimum syndical en 2020. En dessous, on a encore un compartiment ici dans lequel on peut déposer, alors là plus spécifiquement un téléphone, puisqu'on a un compartiment ici qui est en fait une recharge à induction, et puis juste au-dessus, on a donc ce sélecteur de vitesse qui est un peu flottant, la partie ici est flottante, donc c'est assez agréable, et on a ce petit sélecteur de vitesse qui tombe bien sous la main quand on a le coude posé sur la coudoir centrale, sélecteur de vitesse avec les modes, je vous le disais, B et D, et puis le mode R et le mode N, à savoir la marche arrière, le point mort et la position de parking qu'on va retrouver ici. Voilà, donc c'est vraiment sympa cette console flottante, dommage que le matériau soit pas un petit peu plus moussé, voilà, c'est un petit peu dur, c'est légèrement moussé mais c'est un petit peu dur quand même. Ensuite, on a alors ça, pour moi, c'est le petit bémol. Quand on rentre dans cette voiture, l'idéal, c'est quand même d'utiliser pleinement le mode d'accès de démarrage sans clé, à savoir que ici, alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est une défaillance liée à la carte de démarrage, mais systématiquement, quand j'avais la carte en poche, eh bien la voiture me demandait de déposer la carte dans la zone prévue à cet effet, c'est-à-dire ici sur la console centrale, juste à côté du parking, du frein de parking électrique et de l'auto-hold. Donc le fait que la voiture se maintienne en place quand on est à l'arrêt. Et donc systématiquement la voiture me demandait de déposer la carte à cet endroit-là. Je ne sais pas si c'est une faiblesse de la pile ou de la carte, mais c'est vrai que c'est pas très pratique quand on a la carte en poche de devoir la sortir et la déposer là, alors qu'en fait on est dans la voiture avec la carte en poche. Ça devrait fonctionner, ça n'a pas toujours été le cas pendant cette semaine de test. Donc ça c'est un petit peu dommage. Ensuite, 2 porte-gobelets, de ce côté-là rien à signaler. Et puis on a encore la coudoir centrale qui peut s'ouvrir avec une petite capacité, c'est pas gigantesque à l'intérieur, mais donc une petite capacité ici dans la coudoir centrale. Voilà donc un aperçu de ce tableau de bord de ce Renault Captur en version hybride rechargeable. Tableau de bord, ma foi, plutôt bien conçu. Qu'est-ce que ça donne sur la route? Eh bien, on verra ça dans un instant. Voilà, je vous propose à présent de détailler l'écran central vertical 9,3 pouces, il est très réactif. Avant ça, je voudrais quand même revenir sur un dernier point, c'est dans la description du tableau de bord. Je l'ai oublié, c'est le fameux petit Commodo cher à Renault qui se trouve ici pour commander les fonctions multimédia. D'ailleurs, c'est un peu vieillot ce Commodo, il existait déjà sur les Renault il y a bien longtemps. Et au niveau du design, il n'a pas forcément changé. Donc voilà, il est un peu vieillot, c'est un peu dommage, mais donc il est bien situé ici et il est bien présent sur cette voiture. Le Commodo lié aux fonctions
multimédia. Donc, concernant l'écran central, je le disais, 9,3 pouces, il est très réactif. Alors, par défaut, on a une disposition en widget, hein, c'est très à la mode, disposition en widget qui ici propose eh bien, la carte du GPS, ici la fonction de radio et la fonction de téléphone. Là, en l'occurrence, on n'a pas de téléphone de connecté. On peut tout à fait faire un petit swipe du côté de la droite, voilà, flux d'énergie, les aides à la conduite, la fonction MySense sur laquelle on reviendra, et puis on peut donc ajouter des widgets supplémentaires, voilà, et changer la disposition de tout ça. C'est extrêmement intuitif et extrêmement pratique, rien de neuf puisque c'est ce qu'on retrouve classiquement sur ce Renault Captur de deuxième génération. Alors, je vais revenir voilà, sur le petit bouton maison sur l'écran principal. Donc ça, c'est l'écran principal, personnalisable, customisable à souhait. On a quand même ici des fonctions liées au volume, volume plus, volume moins, ce qu'on retrouve également sur le fameux Commodo derrière le volant. Ici, donc plus facilement accessible pour le passager, par exemple. Et puis alors, quand on va pousser ici, on va se retrouver sur les menus classiques, menu navigation, menu radio, musique, téléphone, application, de nouveau. Hein, voilà. Pour l'instant, on a vidéo et photos. Info véhicule, c'est là qu'on va retrouver notamment les informations liées à l'énergie, énergie consommée, énergie récupérée, que ce soit pour l'électricité ou consommée, ce sera pour le thermique également. Et puis également les infosystèmes avec la mise à jour des cartes, logiciels, réinitialisation générale, etc. etc. Donc voilà, les réglages plus profonds se trouvent ici, réglages liés notamment au multisense. Alors le multisense, c'est ce qui va vous permettre de déterminer votre mode de conduite, hein, finalement. Voilà, si j'appuie ici, on a le MySense, on a le Sport et on a le Pur qui est inaccessible parce que la batterie est vide. Le Sport qui voilà, change en fait le fonctionnement du tableau de bord, la présentation du tableau de bord, la dalle qui se trouve derrière le volant. Et si je rappuie sur MySense, voilà, on va retrouver la présentation classique qu'on avait tout à l'heure, avec à chaque fois disponible la fonction eSave et puis également la possibilité de configurer chaque mode étant disponible avec plusieurs couleurs. On peut décider de changer la couleur de l'habitacle une fois qu'on a, en tout cas au niveau des LED, hein, pas la couleur des sièges, en tout cas voilà, à chaque fois qu'on a un mode activé, on peut décider de changer la couleur de l'éclairage. Ici par exemple, ici les compteurs sont en mode zen quand on est en mode MySense, le moteur est en mode MySense également, la direction peut être modifiée, on peut avoir une direction plus confort ou plus sport, ou la direction regular comme on l'appelle, c'est-à-dire la direction normale. Et puis l'éclairage, on a là aussi le choix, on peut décider que quand on est en mode MySense par exemple, eh bien on a un éclairage violet au niveau des portières et de la console centrale. Voilà, moi personnellement je préfère le blanc avec réglage de l'intensité, réglage de ce qu'on va allumer ou éteindre. On peut décider en mode sport par exemple de ne pas allumer les portières, hein, c'est possible également. Donc on peut aller très loin dans cette personnalisation qui ne sert pas à grand chose, mais voilà, qui apporte un petit plus en termes de personnalisation et d'agrément de conduite également, puisque ça passe aussi par là, le fait d'avoir un intérieur dans lequel on se sent bien, et aussi au niveau de l'éclairage. Donc voilà. Alors les aides au parking, effectivement, dont je vous parlais tout à l'heure au niveau de la description du tableau de bord, et puis la programmation aussi, c'est ça que je voulais vous dire. Donc vous pouvez programmer une recharge, vous pouvez programmer également une heure de départ, une heure pour laquelle la voiture doit être réchauffé ou refroidi en fonction des conditions climatiques. Ici, par exemple, on a un départ à 5h10 le matin, du lundi au vendredi, et donc pour 5h10 le matin, la voiture est prête et elle est à température, ce qui évite, alors c'est très confortable, hein, vous rentrez dans la voiture, elle est déjà préchauffée et donc l'intérieur est à bonne température, mais ça évite de devoir le faire une fois que la voiture est débranchée, c'est-à-dire quand la voiture est sur la route, et donc de surconsommer, et notamment quand on souhaite rouler en mode 100% électrique. Voilà pour la présentation globale de cet écran. On rappelle la taille, 9,3 pouces, très réactif, l'écran central, 10,2 pouces, ça c'est la dalle qui se trouve derrière le volant, avec cette possibilité de customiser donc cet affichage, que ce soit via le bouton qui se trouve sur le volant ou en fonction du mode de conduite qui sera utilisé. Me voici à présent à bord du Renault Captur hybride rechargeable. Alors avant tout, ce Renault Captur hybride rechargeable, c'est un Renault Captur. Donc quand on s'installe à son volant, on a une sensation qui est extrêmement positive. On a un volant qui est bien épais, qui tient bien dans la main. On a une position de conduite qu'on peut facilement trouver, position de conduite idéale. Même quand on mesure 1,90 m comme moi, et ça c'est pas dans toutes les voitures que c'est le cas, et certainement pas dans une voiture au format relativement réduit comme ce Renault Captur. Donc position de conduite idéale, facile à trouver. Le volant qui tient bien en main, les sièges qui sont confortables, les suspensions également, et puis le confort acoustique, c'est important. Là aussi, les nouvelles sont plutôt bonnes. Donc jusque là, franchement, première impression, elle est extrêmement positive.
À bord de cette voiture, 3 modes de conduite sont disponibles. Le mode 100% électrique qui s'appelle le mode pur, grâce auquel vous allez pouvoir rouler en mode 100% électrique jusqu'à 135 km/h sans activer le moteur thermique, donc sans consommer une goutte de carburant. Vous avez ensuite le mode sport. Alors sport, c'est à mettre entre guillemets, hein. On est plus au niveau du dynamisme qu'au niveau de la sportivité. Le mode sport qui donc va activer l'ensemble des moteurs et rassembler toute la puissance disponible pour procurer, alors pas des sensations sportives évidemment, mais en tout cas les sensations les plus dynamiques à bord de cette voiture, ce qui ne sera pas évidemment sans conséquence sur la consommation, il faut le noter. Et puis le troisième mode, c'est le mode automatique, le mode MySense, comme ils l'ont appelé chez Renault, c'est-à-dire le mode dans lequel la voiture va choisir elle-même s'il faut privilégier le moteur électrique ou le moteur thermique. Il y a également un quatrième mode, c'est le mode eSave qui va permettre de conserver la batterie chargée, ou en tout cas de conserver l'état actuel de charge de la batterie. Attention évidemment, puisque c'est le fait de conserver l'état de charge de la batterie va induire évidemment que vous allez donc circuler sur le moteur thermique, ce qui va engendrer une consommation supplémentaire, surtout que si la batterie est chargée à moins de 40%, le système va faire revenir la batterie à 40%, et donc dans ce cas-là vous allez évidemment surconsommer. Donc c'est pas un mode auquel vous devez avoir accès régulièrement. Idéalement vous êtes en mode pur, c'est-à-dire le mode 100% électrique quand c'est possible au quotidien pour vos trajets du quotidien, et puis le mode MySense également pour des plus longs trajets où là vous laissez la voiture choisir entre le thermique et l'électrique. Qui dit voiture hybride rechargeable dit voiture qui prend forcément un peu de poids en raison de la présence d'un pack de batterie. La suspension a donc été raffermie pour compenser ce poids supplémentaire. Cela dit, à aucun moment cette voiture n'est inconfortable parce que trop dur de suspension. Bien au contraire, on garde l'équilibre, le bon équilibre qu'on peut retrouver sur le Renault Captur de deuxième génération. Après avoir passé une semaine au volant de cette voiture, je peux vous dire le confort acoustique, il est très très bon, hein. C'est le confort acoustique qu'on va retrouver sur le Renault Captur de deuxième génération. Donc la voiture filtre bien les bruits aérodynamiques, les bruits de roulement également. On a évidemment ici ce mode 100% électrique qui va intensifier ce silence qu'on va retrouver à bord de la voiture. Cela dit, il y a un petit bémol quand même, c'est que dans certaines phases, alors c'est pas tout le temps, c'est pas longtemps, mais ça arrive, quand le moteur thermique atteint ses limites au niveau du fonctionnement avec la boîte de vitesse sans embrayage, on peut avoir des phases où effectivement le moteur thermique s'emballe un petit peu et monte dans les tours, et là il devient très sonore, il rappelle bien qu'il est là, et ça c'est pas très très agréable. Donc voilà, ça n'arrive pas très souvent, ça n'arrive pas pendant longtemps, mais ça arrive, et ça rappelle que ce moteur thermique est là en ayant une sonorité qui est très présente dans l'habitacle au moment où il monte très très fort dans les tours. Alors c'est rien de comparable avec ce qu'on retrouve chez Toyota avec la transmission à variation continue, où là ça peut hurler pendant un certain temps, mais voilà, c'est quelque chose qui est là et qui peut-être mériterait quelques ajustements au niveau des réglages de ce système assez novateur en termes de motorisation et boîte de vitesse. Avec 1600 kg sur la balance, c'est 300 de plus qu'une version essence non électrifiée équivalente. Ce Renault Captur, il est effectivement plutôt lourd. Cela dit, ça se ressent pas trop au volant pour peu que vous ne passiez pas votre temps à le malmener évidemment. Franchement, le comportement, il est très sain. La voiture est très agréable à conduire et effectivement, il y a ce poids supplémentaire. Mais comme on a aussi ce couple, alors même si la puissance n'est pas démesurée, comme on a ce couple immédiat lié à l'électrification qui vient apporter ce petit plus, ce petit coup de boost, finalement, ça se ressent pas trop au volant. Cela dit, dès que vous aurez pris le volant de cette voiture, vous constaterez assez rapidement, au bout de quelques dizaines de kilomètres, que cette voiture elle a envie d'être menée de manière absolument cool et pas d'être malmenée sur la route. Elle ne vous procurera en tout cas aucune sensation positive si vous la malmenez, donc très rapidement vous vous rendrez compte qu'une conduite bien cool fera que vous serez davantage en phase avec l'objectif de cette voiture. Un petit mot sur la récupération d'énergie, c'est un point qui est très important sur les voitures électrifiées, donc hybride rechargeable et électrique. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer de récupérer à chaque fois que c'est possible de l'énergie, ce qui n'est pas le cas sur une voiture à moteur thermique simple où quand vous freinez par exemple, vous générez de l'énergie et pourtant cette énergie elle est perdue, ce qui est extrêmement dommage. Donc ici sur cette voiture, récupération d'énergie, cela dit le niveau de récupération est pas gigantesque et c'est un petit peu dommage. On a en mode D, donc le mode drive traditionnel, on a une récupération d'énergie qui est plutôt faible, hein. Quand vous levez le pied de l'accélérateur, la voiture décélère à peine. Et puis, vous pouvez passer en mode B également via le sélecteur de vitesse avec un clic vers l'arrière. Vous passez en mode B, là la récupération d'énergie est plus forte, mais n'est pas gigantesque non plus. Elle va s'apparenter en mode B à une récupération d'énergie, voilà,
d'un moteur thermique quand vous êtes sur un rapport un peu inférieur. Voilà, donc et un rapport un peu supérieur quand on est en mode D. Donc c'est pas gigantesque. Donc je pense que ça aurait mérité un mode B+, par exemple, pour avoir une récupération plus forte quand on lève le pied de l'accélérateur et pour se rapprocher de la fameuse conduite à une pédale qui est extrêmement agréable. Un point qui vous intéresse tout particulièrement, c'est la consommation, évidemment, qu'on atteint dans la vraie vie avec les voitures essayées sur Charging Station. On est évidemment en général assez loin des valeurs données par le constructeur, la fameuse norme WLTP. Alors cette voiture, justement, en norme WLTP, elle est donnée pour 65 km en mode 100% électrique, en ville. Et le en ville est très important, évidemment. Je suis arrivé à combien dans la vraie vie? Eh bien à 27 km, c'est pas beaucoup, hein, à 27 km avec 20 km d'autoroute et 7 km de zone urbaine et de voies rapides en dessous de 90 km/h. Donc ça c'est la première fois. La deuxième fois, je suis arrivé à 34 km avec un mix là de zone urbaine et de nationale, mais donc pas d'autoroute. Et puis en mode MySense, donc en laissant la voiture elle-même sélectionner le mode idéal, donc thermique ou électrique, sur un parcours de 100 km avec 75 km d'autoroute, eh bien je suis arrivé à une consommation de 4,5 litres au 100 plus 15,4 kWh d'électricité. Batterie vide, alors elle ne l'est jamais réellement puisque en fait quand on est en mode 100% électrique, une fois que la batterie atteint un quart de sa capacité, eh bien on repasse en mode thermique. Donc il reste quand même un quart de batterie quand la batterie est vide entre guillemets, et dans ce cas-là je suis arrivé avec cette batterie vide à une consommation de 6,8 litres sur autoroute et de 5,9 litres au 100 sur national à 70 et 90 km/h. Donc on peut considérer que toutes ces valeurs sont plutôt performantes, hein, pertinentes et performantes, en sachant qu'évidemment le but ça va être de recharger un maximum, de recharger à chaque fois que c'est possible pour maximiser les kilomètres qu'on va parcourir en mode 100% électrique. Cette voiture, j'en ai donc pris le volant pendant une semaine et si je dois faire un bilan de la conduite de cette voiture, je mettrai un bon 8 sur 10, si ce n'est que je vais retirer un demi-point pour alors deux aspects. Un dont on a parlé il y a un instant, c'est les montées en régime du moteur thermique qui sont parfois un petit peu sonores, c'est pas très agréable. Et puis alors des petits à-coups quand même, alors que ce système, justement ce système novateur de Renault avec ses deux moteurs électriques et ce moteur thermique, il est donné pour justement être particulièrement souple hein, au niveau des passages entre l'électrique et le thermique. Moi je trouve qu'il y a quand même encore beaucoup d'à-coups et c'est un petit peu dommage. C'est sans doute lié à ce système sans embrayage, effectivement, qui a encore un petit peu de mal, peut-être, qui mériterait peut-être un petit ajustement. Voilà, donc je mettrai 7,5 sur 10, un 8 sur 10, un bon 8 sur 10 le jour où on n'aura plus ces petits problèmes de petits à-coups et puis ces montées en régime du moteur thermique. Un bon exemple, hein, juste à l'instant, j'étais en mode thermique, la batterie est déchargée, je lève le pied de l'accélérateur, la voiture repasse donc en mode électrique pour profiter de la décélération et on a ce petit à-coup qui vient marquer ce passage entre le thermique et l'électrique, c'est un petit peu dommage. Avant de passer à la conclusion, parlons du prix de ce Renault Captur hybride rechargeable. Il est disponible en Belgique à partir de 32 725 € en finition Intense, 35 725 € en finition Initial Paris, celle que vous avez sous les yeux. En France, les tarifs s'étendent de 34 250 € pour la version Intense à 37 750 € pour cette finition Initial Paris. Alors c'est plus cher que les versions non électrifiées à puissance équivalente, cela dit attention de bien prendre en compte tous les aspects liés à la fiscalité autour de cette voiture, à la taxation. En France notamment, cette voiture est éligible au bonus écologique de 2000 € et en plus à la prime à la conversion. Ça peut faire la différence. Pour ce qui est de la Belgique, j'ai demandé à la société Arval, société de leasing, de bien vouloir donner un tarif, une idée de prix de ce que ça peut coûter en voiture de société, avec là aussi une taxation qui est plus avantageuse en Belgique sur les voitures électriques et électrifiées. Et la société Arval a accepté. Je peux donc vous dire que ce Renault Captur hybride rechargeable, eh bien en version tout compris, un leasing opérationnel, est disponible à partir de 459 € par mois en Belgique sur base de 15 000 km par an et d'un contrat de 5 ans. Alors vous aussi, faites le test en fonction de vos critères et obtenez votre prix. Ça se passe donc sur arval.be. Je vous mets le lien dans la description. En conclusion, on peut le dire, pour un coup d'essai de la part de Renault dans le monde de l'hybride rechargeable, alors ce n'est pas un coup de maître, hein, il y a des défauts, mais c'est en tout cas un joli coup, une belle carte à jouer pour ce Renault Captur hybride rechargeable version donc
e-tech. Pourquoi? Eh bien parce que cette voiture, elle est plutôt jolie selon moi. Ce capture, il est bien fini, ce capture, il est assez logeable, il est économique à l'usage pour peu que vous preniez la peine de recharger à chaque fois que c'est possible évidemment, et puis il est globalement très agréable à conduire. Alors si vous cherchez à mettre un premier pied peut-être dans le domaine de la voiture électrifiée, eh bien ce Renault Captur saura vous convaincre avec ses qualités, il saura vous convaincre malgré quelques bémols. Parmi ces bémols, citons par exemple un coffre qui est moins accueillant que sur les versions non électrifiées, on l'a dit en retrait de 157 litres par rapport aux versions non électrifiées, un ensemble technique qui est globalement satisfaisant mais qui n'est pas encore au top, hein. Il y a encore des petits à-coups lors des passages du mode électrique au mode thermique et puis quelques montées en régime du moteur thermique qui ne sont pas très agréables d'un point de vue du confort acoustique. Alors rien de rédhibitoire, mais c'est des petits ajustements qui doivent être opérés. Et puis une recharge malheureusement qui est très lente, chargeur embarqué de 3,7 kW. De ce point de vue-là, il faudra faire un petit effort là aussi pour avoir un chargeur embarqué un petit peu plus puissant, et des détails du point de vue de l'ergonomie, notamment Apple CarPlay qui n'est pas disponible sans fil dans cette voiture. Alors quand on dispose d'un chargeur à induction, on aime bien y poser son téléphone et que le téléphone se connecte en mode sans fil à Apple CarPlay. Là en l'occurrence, ce n'est pas disponible. À part ça, c'est plutôt une bonne réussite. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. À venir, 2 voitures hybrides rechargeables. La première chez Mercedes, la Mercedes CLA, et la deuxième chez Audi, l'Audi A6 avant, c'est-à-dire la version break. Et puis 2 voitures 100% électriques, une Mazda tout d'abord, ce sera le SUV Mazda MX-30, et une voiture qu'on connaît déjà un petit peu sur Charging Station pour en avoir pris le volant de manière express. Un essai découverte qu'on vous a proposé il y a quelques semaines, c'est la Volkswagen ID.3. On aura l'occasion de la décortiquer, d'en prendre le volant pendant une semaine au volant d'une ID.3. Qu'est-ce que ça donne? Futur best-seller de Volkswagen, eh bien on le saura dans les prochaines semaines sur Charging Station. J'en profite donc pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Ces vidéos électrisantes, n'hésitez pas également à les partager pour faire grandir cette communauté Charging Station. Merci 1000 fois de votre fidélité. À bientôt.